L'histoire commence sur un champ de bataille. On retrouve un garçon avec des habits rouges complètement déchirés et des blessures de partout. Autour de lui, les cadavres de ses amis et des soldats avec qui ils ont combattu. Le garçon lève la tête interpellé par quelque chose. Il vient tout juste de remarquer qu'il est le seul à être en vie au milieu de tous ces cadavres. Mais soudain, il entend une voix lui parler. Il est clair que j'aurais dû être plus vigilant, dit la voix. Le garçon interpellé se retourne. J'étais loin de me douter de l'existence d'un humain aussi fort que toi. Sale connard, dit le garçon. Tu respires encore? Il parle au géant sur lequel il est debout. Celui-ci est complètement blessé de partout et a des grandes ailes autour du dos. Il s'appelle Ahayut. Il s'agit de l'un des 3 géants qui ont envahi l'Empire il y a exactement 20 jours pour décimer toute la population un par un et ce sans aucune raison. C'est pour cela que le garçon est en colère contre lui. À cause de lui, l'Empire est devenu un cimetière à toit ouvert. Comment se fait-il qu'il soit toujours en vie? Ne t'en fais pas, humain, dit Ahayut. Je n'en ai plus pour très longtemps. Parfait, dit le garçon. Il va enfin pouvoir rejoindre ses amis qui l'attendent en enfer. Ses amis? Dit Ahayut. Oui, les 2 qui sont descendus avec lui. L'un a été brûlé vif par un dragon rouge au sang chaud et le second a été enfermé dans un gouffre spatio-temporel par le vieux Roléon. Le garçon, arborant un sourire fier, demande à Ahayut s'il a bien entendu ce qu'il vient de dire. Ahayut lui dit de ne pas essayer de cacher la vérité. En tant qu'enfant des étoiles, ils partagent les mêmes sens. Il sait très bien que ceux qui les ont combattus sont tous morts. Est-ce que le garçon comprend ce qu'il veut dire par là? Ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a plus aucun soldat en vie sur ce champ de bataille. Mais le garçon n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il raconte? Et lui alors, il compte pour du beurre? Mais Ahayut lui dit de ne pas faire le malin. Il sait très bien que ses heures sont comptées. Il s'en sort plutôt bien, pense-t-il. Il dit au garçon que s'il avait pris conscience de ses capacités et qu'il s'était formé dès son plus jeune âge, il aurait été un très gros obstacle à la révélation de leur plan. Le garçon énervé n'en peut plus. Il lui demande quand est-ce qu'il va s'arrêter. Maintenant, il en a assez. Sa vie a déjà été assez merdique comme ça. Il n'a pas la patience d'écouter les conneries d'un géant, donc il ferait mieux de la fermer et se dépêcher de mourir. Ahayut lui dit qu'il est un humain incroyable. Il devrait être fier de lui. Cependant, il n'y a plus d'espoir pour son monde. Il se fera consumer par la lumière des étoiles. Ahayut n'a pas le temps de finir sa phrase et se fait couper la tête par le garçon. Sa tête vole dans les airs et tombe derrière lui. Le garçon, avec un air triste, semble accepter la réalité. De toute façon, le passé c'est le passé. Mais ce n'était qu'une façade. Il n'arrive pas à retenir ses larmes. En effet, il repense au moment passé avec ses amis avant la guerre. Ils étaient heureux dans leur vie simple et agréable. Les moments et les rires passés ensemble, tout cela lui paraît loin et lui paraît précieux maintenant qu'il ne les a plus. Et tous les soldats, amis avec lesquels il était ne sont plus là. En effet, il ne reste que leurs cadavres. Le garçon se retrouve alors seul devant le cadavre de tous ses amis. Il les traite d'idiots. Leur dignité les a poussés à se battre jusqu'à la mort. Pourquoi a-t-il fallu qu'ils se soient pensés invincibles tout comme lui? Ils auraient dû fuir et sauver leur peau. Quelle tête de mule, dit le garçon. Il ne comprend pas. Même l'épée du meilleur épéiste de l'Empire n'a rien pu faire contre les géants. Comment se fait-il alors qu'il ait réussi avec la sienne? Les soldats n'auraient pas dû mener l'attaque. Comme ça, ses amis n'auraient pas été les premiers à mourir. Alors le garçon, sous la pluie, triste, se demande pourquoi est-ce qu'il a survécu. Pourquoi lui? Alors qu'il broye du noir, il entend soudain une voix parler au loin. Il y a quelqu'un? Demande la voix. Le garçon relève la tête, étonné. La voix dit qu'elle est trop blessée pour bouger. Mais le garçon reconnaît cette voix. Elle est vivante alors, pense-t-il. Pendant que la voix continue à demander s'il y a quelqu'un, le garçon se lève et se dirige doucement vers elle. Quelques mètres plus loin, il se retrouve devant une fille habillée en rouge, blessée, adossée à un gros rocher. Après avoir vu la fille, le garçon est content. Alors elle est toujours en vie. Il est heureux de voir qu'il n'est pas le seul à être vivant sur ce champ de bataille. Mais la fille n'est pas complètement indemne. Elle a un bras en moins coupé pendant la guerre. Elle s'appelle Adéchan et c'est le commandant général de l'armée. Bienvenue sur l'épéiste prodige de l'académie. Le garçon lui demande pourquoi elle est dans un si piteux état, mais Adéchan lui fait remarquer que lui non plus n'est pas dans un très bon état, l'appelant caporal Ronan. Elle lui demande ensuite si Ahayut est mort. Ronan lui confirme, il vient d'en finir avec lui et son cadavre n'est pas très loin d'ici. Enfin soulagé et avec des larmes aux yeux, Adéchan remercie Ronan pour ça. Mais celui-ci a une faveur à lui demander.
demander. Il aimerait qu'ils enterrent dignement leurs soldats. Il sait que d'habitude, ils se débarrassent des corps ou les brûlent, mais cette fois, ils se sont si vaillamment battus pour l'Empire. Mais Adéchant lui dit qu'elle ne sait pas si elle va rester en vie. Elle dit alors à Ronan de s'en occuper. Ronan lui dit d'arrêter ses bêtises avant qu'il se mette à tousser fortement. Il a toussé beaucoup de sang. Voyant ça, il demande à Adéchant si elle croit toujours qu'il sera celui qui survivra. En effet, Ronan sent que la mort l'appelle. Maintenant qu'il la sent proche de lui, il repense à ce qu'il n'a pas pu faire. Il y a tant de choses qu'il n'a pas encore eu le temps de faire. C'est injuste de mourir maintenant, dit-il. Adéchant lui demande alors s'il y a quelque chose qu'il aimerait faire s'il survivait. Eh bien oui, il y en a même beaucoup trop, dit Ronan. Mais Ronan avoue qu'il a quelque chose en tête. Il aimerait à tout prix s'inscrire dans une académie. En effet, il n'arrête pas de penser à ce que Hayat lui a dit avant de mourir. Et puis, le vœu le plus cher de sa défunte grande sœur était qu'il fréquente une académie. Mais bon, Ronan croit qu'à ce rythme, il ne va pas tarder à la retrouver. Mais Adéchant lui donne espoir, lui disant que quand la pluie s'arrêtera, des renforts arriveront. Mais Ronan est persuadé que c'est fini pour lui. Il demande alors au commandant d'arrêter de lui donner de faux espoirs. Mais au même moment, la pluie s'est calmée et il a arrêté de pleuvoir. Quoi? Il s'est arrêté de pleuvoir? Dit Ronan. D'un coup, comme ça, comment c'est possible? Pense Adéchant. Mais soudain, une forte pression se fait ressentir. La terre se met à trembler. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais soudain, apparaît dans les airs un géant avec des ailes sur tout son corps. Mais le géant n'est pas seul, il est suivi d'une armée d'autres géants ressemblant à Hayut. Ronan se demande qui ils sont. Comment se fait-il qu'ils soient aussi nombreux? Devant ces monstres sanguinaires, le commandant prend peur. Elle se rend compte que ce n'est pas encore terminé. C'était sa troisième chance et malgré ça, elle a encore échoué. Il ne lui reste plus qu'une seule. Elle ne voit pas comment elle peut l'utiliser. Mais de quoi elle parle? Mais alors qu'elle était perdue et effrayée, elle entend Ronan l'appeler. Il lui dit de reprendre ses esprits. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Il lui demande d'utiliser sa télékinésie et de l'envoyer là-haut. En effet, depuis là où ils sont, son épée ne peut pas les atteindre. Mais le commandant Adéchant ne semble pas si déterminé. Vous n'allez pas vous battre avec moi? Demande Ronan. Le commandant lui demande s'il veut vraiment se battre dans cette situation. Évidemment, dit Ronan. Il ne va pas rester là sans rien faire. De toute façon, ils finiront par mourir. Alors, autant partir après leur avoir donné une bonne raclée. Ronan dégaine son épée et se prépare à combattre. Il ne baisse pas les bras même dans ces conditions. Oui, ça lui ressemble beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est devenu caporal. Le commandant Adéchant se demande si Ronan sera en mesure de gagner ce combat. Adéchant l'appelle ensuite. Caporal Ronan? Ronan se retourne et lui demande ce qu'il y a. Mais alors, sans prévenir, Adéchant embrasse Ronan sur la bouche. Elle sort ensuite une pilule bleue de sa bouche et la met dans celle de Ronan. Il lui demande alors ce qu'il vient de mettre dans sa bouche. Adéchant lui murmure ensuite des paroles dans l'oreille. Ronan est étonné par ce qu'elle vient de dire. Il lui demande alors quelles sont ces conneries. Caporal Ronan, dit Adéchant, si jamais nous nous rencontrons à nouveau, pourrais-tu me convaincre de ne pas faire de bêtises et de me contenter du métier de tailleur? Elle dit à Ronan qu'elle a tout essayé, mais rien n'a fonctionné malgré ses efforts. Mais alors qu'il parlait, l'un des géants fait apparaître une boule d'énergie dans sa main. Une lumière intense apparaît alors devant Ronan et Adéchant et la boule explose complètement. Tout ce qui reste, c'est la petite bille bleue que Adéchant a mis dans la bouche de Ronan. Celui-ci se réveille ensuite plus tard. Le ciel est bleu et nuageux. Il se lève et appelle le commandant général, mais il remarque qu'il n'est plus dans le même lieu. Là où il est, il y a de la verdure et des montagnes. Ronan est alors étonné. C'est Namberton, son village natal. Est-ce qu'il est retourné dans le passé? Et en effet, il est bel et bien retourné dans le passé et c'est le jour 1. Ronan, maintenant sous la forme d'un enfant, se met sous un arbre et essaie de comprendre la situation. Alors ce que lui disait le commandant était vrai. Il repense alors à ce moment-là. D'abord, elle l'a embrassé, ensuite elle a mis une bille bleue dans sa bouche. Ronan lui a demandé qu'est-ce qu'elle vient de mettre dans sa bouche. Elle lui a fait avaler la perle du temps. C'est une perle qui lui a permis de passer d'un statut de tailleur à la noble position de commandant général qu'elle a aujourd'hui. La perle permet de remonter le temps 4 fois, mais elle a utilisé 3 fois. Il ne reste plus qu'une seule chance de retourner dans le passé. Elle a alors décidé de la donner à Ronan. Elle croit en lui et lui dit qu'il a le pouvoir de venir à bout de ces géants. Elle croit réellement qu'il est la clé qui pourra empêcher la destruction de leur monde. C'est donc pour cela qu'il devra perfectionner ses compétences. Mais heureusement, elle sait qu'il est ambitieux. Elle est donc rassurée. Ronan pense alors au moment où il a parlé de l'académie et comprend que c'est pour ça qu'elle lui dit ça. Il lui dit alors qu'il n'était pas sérieux quand il a dit ça. Mais s'il veut apprendre
apprendre plus qu'il ne le désire, il devra entrer dans l'académie de Philéon. Il y a des étudiants au talent exceptionnel là-bas et ils lui seront très certainement utiles. C'est après ces mots que Adéchan lui a dit que s'il venait à se rencontrer à nouveau, est-ce qu'il pourrait la convaincre de ne pas faire de bêtises et de se contenter du métier de tailleur. Elle dit ensuite à Ronan qu'elle a tout essayé, mais rien n'a fonctionné malgré ses efforts. Celui-ci se retrouve dans un corps d'enfant et se rappelle de tout. Énervé, il se met à frapper l'arbre. Il n'arrive pas à y croire que quelqu'un vienne le réveiller de ce cauchemar. Admettons qu'il soit vraiment retourné dans le passé. Qu'est-ce qu'il est censé faire tout seul ici? Mais une seconde, Ronan vient de se rappeler de quelque chose. S'il est vraiment dans le passé, alors ça veut dire qu'il ramasse un bout de bois et se met à courir vers la ville. En effet, s'il vient de retourner dans le passé, alors ça veut dire qu'il peut voir à nouveau sa grande sœur. Il se dirige alors en ville et court tout droit vers sa sœur. S'il s'agit vraiment de l'époque à laquelle il pense, alors il n'a plus qu'à faire quelques mètres pour quelque chose l'interpelle. Il regarde à côté de lui et voit des garçons embêter un autre l'accrochant à un arbre. Qu'est-ce qu'ils font ces idiots? Ils rêvent ou ils ont suspendu un gamin à cet arbre? Ronan se retourne et s'apprête à partir. Ils changeront donc jamais. Mais une seconde, le petit qui est accroché à l'arbre n'est pas accroché par une corde, mais par magie. Est-ce qu'une personne avec un tel talent fait dans ce petit village? Mais maintenant qu'il en parle, Ronan se rappelle de quelque chose. Il se rappelle d'un garçon en particulier. En effet, c'est grâce à sa magie que le garçon a été suspendu. Il se demande alors jusqu'à quand il va devoir faire ça. Il remarque que le garçon ne peut pas rester trop longtemps suspendu à l'envers. Ça pourrait être dangereux pour lui. La victime supplie aux autres d'arrêter. Il répète qu'il n'a pas d'argent. Il a tout dépensé pour acheter des médicaments pour sa mère, mais c'est pas le problème de son assaillant. Il lui dit de vider ses poches, il en a rien à faire de sa mère. Il lève la main ensuite énervé et frappe le garçon. Il lui dit que s'il veut être un bon fils, il n'a qu'à se faire plus d'argent. Le garçon se retourne alors vers celui qui maîtrise la magie. Puisque la victime n'a pas l'air de comprendre, il lui dit alors de l'élever jusqu'au sommet de l'arbre. Mais le garçon aux cheveux rouges dit qu'il ne peut pas faire ça. En effet, il risque de le faire tomber sans le vouloir. Celui aux cheveux jaunes lui dit d'arrêter de faire le bébé. Il est trop heureux. C'est pas comme si c'était lui qui était accroché à l'arbre. Alors il leur donne tout de suite d'élever Axel et de se taire. Il a intérêt à le faire avant qu'il ne se fasse aussi suspendre à son tour. Le garçon aux cheveux rouges est en sueur. Il se demande comment il a fait pour se retrouver dans cette situation. Il n'aurait peut-être jamais dû apprendre la magie. Tout ce qu'il voulait, c'était montrer qu'il était doué pour quelque chose. Alors il doit leur dire qu'il ne peut pas faire ça. Mais il a trop peur. En larmes, il se répète en tête qu'il doit s'imposer. Il doit leur dire maintenant ce qu'il veut. S'il vous plaît, arrêtez. Mais d'un coup, il se prend un coup derrière le dos. C'est Ronan qui vient de le frapper avec son bout de bois. Ça suffit, imbécile. Tu vas finir par le tuer. Le garçon aux cheveux orange relâche alors Axel et celui-ci tombe au sol. Qu'est-ce que t'as foutu, bordel? Tu as osé le redescendre? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, non, je n'ai pas fait exprès, dit le garçon. Hé, Axel, dit Ronan, ignore cette ordure. J'ai besoin de te parler. Ronan, dit Axel. Ronan lui dit qu'il a quelques petites questions pour lui. Le garçon aux cheveux jaunes s'énerve et lui demande c'est quoi son problème. Mais Ronan ne le regarde pas. Il demande à Axel où il a appris la télékinésie. Mais Axel a appris tout seul, avec un livre que lui a vendu un marchand nomade. Ronan est étonné. Donc, il a appris la télékinésie grâce à un livre de magie poussiéreux vendu sur un marché. Intéressant, pense-t-il. J'aimerais le tester encore un peu pour en savoir plus. Mais ça pourrait être très utile contre les géants. Il entend ensuite le garçon dégainer son épée. C'est quoi ce bruit? Une épée? Le garçon aux cheveux jaunes est complètement en rogne. Comment oses-tu m'ignorer? Le garçon dit à Ronan qu'il a pris la confiance en voyant qu'il ne s'en prenait pas à lui. Alors aujourd'hui il va s'occuper de son cas. Il saute alors vers Ronan dégainant son épée. Celui-ci l'analyse. Il remarque qu'il a une épée hyper longue. Où est-ce qu'un voyou comme lui a-t-il pu trouver une telle arme? Il remarque aussi que sa technique est très mauvaise, mais dans son environnement, ça a dû suffire pour se faire respecter. Mais bien évidemment, cette technique ne fonctionne pas sur Ronan. Il esquive alors facilement son coup. Le garçon aux cheveux rouges est étonné. Comment a-t-il fait ça? On dirait qu'il a gardé ses aptitudes même dans le passé, remarque Ronan. Son corps n'a pas oublié tous ses entraînements qu'il a suivis en tant que soldat. Grâce à ça, il possède un instinct de combat inébranlable. Le garçon aux cheveux jaunes lui dit qu'il a de la chance. Il était sur le point de signer son arrêt de mort. Mais Ronan lui dit c'est vrai, il est plutôt chanceux comme type. Il aurait aussi aimé que ce soit le cas avant, parlant de sa vie antérieure. Le garçon aux cheveux jaunes
Jones lui dit de se mettre à genoux maintenant et de lui demander pardon. Ensuite, peut-être qu'il le laissera en vie, bien qu'il ne devra au moins y laisser un bras. Mais Ronan n'est pas du tout impressionné par lui. Mais le garçon aux cheveux jaunes dit quelque chose qui va énerver Ronan. Il parle de sa sœur lui disant que s'il meurt, il s'occupera bien d'elle. Alors, il le demande s'il vient vraiment de parler de sa sœur. Le garçon lui dit que oui. Il avoue ensuite qu'à chaque fois qu'il la voit, il a envie de lui pincer ses jolies petites fesses. Sur ces mots, Ronan s'énerve et attaque le garçon. Il lui tranche ensuite l'oreille sans que celui-ci n'ait le temps de le remarquer. Il fait tomber ensuite son épée au sol et commence à pleurer, mettant sa main sur sa blessure. Les autres, voyant que leur chef vient de se faire couper l'oreille, prennent peur. Ronan se met ensuite devant lui, tête de bite, lui dit-il. Tu veux crever, c'est ça? Comment c'est possible? Il lui a coupé l'oreille avec un simple bâton? Eh les gars, vous avez apprécié le spectacle? Prenez-le et foutez le camp d'ici avant que je vous fasse subir la même chose. Et n'oubliez pas de laisser l'argent que vous venez de voler. Faites en sorte de m'en donner un peu plus. Ça vous apprendra à m'avoir mis en rogne. Oui, d'accord, on va te donner l'argent. Tiens, tes sous. Tout ça, c'est pour moi? Mais on a beaucoup plus que ce qu'ils m'ont volé. C'est bon, garde tout. J'en ai assez pris pour moi. Ne t'en fais pas, ils ne reviendront pas se venger. À mon avis, ils n'oseront même plus faire une malle à une mouche. Merci infiniment. Allez, ça suffit, rentre chez toi. Excusez-moi? Oui, je suis vraiment désolé. Même si j'étais menacé par Hans, je suis conscient que je n'aurais pas dû faire ça. J'avais si peur que je ne pouvais pas faire autrement. Tout est entièrement de ma faute. Je suis désolé. Axel, t'es vraiment en pleurnichard. Tu pleurais aussi la première fois que je me suis fait malmener par Hans et sa bande. C'est en te voyant dans cet état que j'ai réalisé que tu subissais ce harcèlement autant que moi. Donc, ne t'en veux pas trop, Axel. Ce n'est pas ta faute. Je te remercie quand même pour tes excuses. Sur ces mots, le garçon prend son argent et part. Ronan se retrouve alors seul avec Axel. Il le regarde, il l'analyse et voit qu'il a un beau potentiel. Il n'est pas si mauvais que ça. Hey, tu te souviens que je voulais discuter avec toi quelques minutes? Oui, c'est vrai. Tant mieux. Dans ce cas, retrouve-moi au même endroit dans 3 jours. Quoi? Dans 3 jours? Mais pourquoi? Je suis occupé aujourd'hui. On en reparlera plus tard. Je t'attendrai ici quand la lune sera levée. Bon, j'imagine que je n'ai pas besoin de te préciser ce qui pourrait t'arriver si tu ne te pointes pas. Allez, j'y vais. Si t'es en retard, t'es mort. Qu'est-ce que... Ronan va ensuite dans une petite maison en bois dans la forêt. Il se présente devant la porte. Maintenant que j'y pense, peut-être qu'un bouquet de fleurs c'est un peu trop. Je me suis rappelé qu'elle les adore, donc j'en ai cueilli quelques-unes sur le chemin. Je savais que c'était une idée stupide. Allez hop, à la poubelle, hein? Tiens, c'était qui? C'est toi, Ronan? Tu es de retour à la maison? Lors de mon service en tant que soldat, j'ai réfléchi 1 millier de fois à la première chose que je dirais à ma grande sœur si j'avais la chance de la revoir. Devrais-je m'excuser d'être parti comme un voleur ou devrais-je plutôt lui dire à quel point elle m'a manqué? Ça m'a beaucoup travaillé. Mais tout ça, c'était quand j'étais Ronan le soldat. La seule chose que je peux lui dire maintenant, c'est: tu es rentré tôt aujourd'hui? Oui, je suis de retour. Waouh, je n'aurais jamais pensé que tu reviendrais avec un tel cadeau. Un bouquet de fleurs de la part de mon petit frère grognon. Voici Iris, la grande sœur de Ronan. Ça me fait si plaisir. Tant mieux si elle te plaise. Mon petit frère adoré. Est-ce que tu veux plus de riz? Un peu plus de soupe peut-être? Non, j'en ai assez, merci. Dis-moi Iris, quel âge as-tu? Hein? Bah Ronan, j'ai 22 ans. Pourquoi cette question d'un coup? Ah ben, j'avais oublié. Hein? Comment tu peux oublier ça? Iris a 22 ans. Ce qui veut dire que il reste encore environ 10 ans avant que ces monstres descendent des cieux. Sa sœur touche ensuite son front. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une fièvre. Iris est la même que dans mes souvenirs. Elle est toujours aussi radieuse, gentille et douce, à tel point que je donnerai tout pour que ce moment dure une éternité. Mais dans 10 ans, pour protéger Iris et tout le monde dans lequel nous vivons, je vais... J'ai quelque chose à te dire, Iris. Hein? Quoi donc? J'aimerais m'inscrire dans une académie. Quoi? Sérieux? Attends, c'est vrai? Répète pour voir. Oui, je suis sérieux. Tu ne voulais jamais entendre parler d'études? Qu'est-ce qui te prend? Il n'y a pas de temps à perdre, hein? Je savais que ce jour arriverait. Tu es très intelligent, Ronan. Tu seras un excellent étudiant. Merci, Iris. C'est gentil. J'ai trouvé. Voici mon cadeau surprise pour toi, Ronan. Qu'est-ce que... De l'argent? Pourquoi y en a-t-il autant? J'ai économisé en cachette pour que tu sois surpris le jour J. Je voulais faire en sorte que tu puisses étudier quand tu seras prêt. Iris, tu es une sœur incroyable. Comment as-tu pu économiser autant? Tu sais, je suis très reconnaissant, mais garde cet argent pour toi. Et pour être honnête, ce ne sera pas suffisant. Quoi? Comment ça? Tu sais, il y en a plus que tu ne penses. Je ne sais pas encore dans quelle académie tu veux rentrer, mais à l'académie impériale de Philéon. Ah? Quoi?
L'Académie impériale de Philéon est un institut éducatif de premier plan considéré comme le meilleur de l'Empire. Les cours sont donnés par les meilleurs enseignants du continent et la famille impériale verse de nombreux financements à l'Académie, ce qui garantit à ses étudiants une éducation de qualité supérieure. La réputation de l'Académie est telle qu'on la surnomme l'usine à héros. La générale commandant Adéchamps y était et un certain Schlippen, maître épéiste ou encore le sorcier de l'hiver. Les combattants de Philéon ont tous joué un rôle important pendant la guerre et j'ai tout de suite compris ce à quoi faisait référence le général commandant. Le problème, c'est que pour étudier à l'académie, il faut répondre à leurs exigences extrêmement élevées et payer des frais de scolarité très chers. Mais je dois avouer que je ne m'attendais pas à cette réaction de sa part. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Tiens, je ne pensais pas que tu te serais pointé, Marcel. Moi c'est Axel. Et puis, tu as dit que tu me tuerais si je ne venais pas. Alors, bon, venons-en au fait. On va être très occupés cette nuit, toi et moi. J'ai quelques tests à te faire passer. Des tests? C'est-à-dire? Ah, rien de spécial. Je veux juste que tu utilises ta télékinésie sur moi. Fais-moi monter le plus haut possible avec ton pouvoir. Utiliser ma télékinésie? Comme ça, tout à coup? Pourquoi faire quelque chose d'aussi dangereux? Ça n'a rien de dangereux. Allez, fais ce que je te dis. Je ne vais pas mourir et ne t'en fais pas. D'accord. Axel active alors sa magie. J'y vais. Main invisible. Il dirige son mana vers Ronan. Celui-ci sent ensuite le mana l'entourer tout autour de son corps. Oh, ça marche. Je dois même dire que c'est mieux que ce que je pensais. Il a encore des progrès à faire au niveau de la stabilité et de la hauteur, mais c'est à peu près la même sensation que la dernière fois. C'est le même tour de télékinésie qui m'a permis d'affronter Ayao dans les cieux. C'est exactement ce que j'espérais. Les sorciers sont déjà assez rares, mais ceux qui manient la télékinésie le sont encore plus. C'est une très bonne nouvelle. Cela veut dire qu'il aura aussi son importance lors des futurs événements. Il m'assistera quand je me battrai contre les géants. C'est un très bon début. Ronan, je commence à atteindre ma limite. Je peux te faire descendre? Reste encore un peu. Je veux juste m'assurer d'une chose. Et ensuite, je redescendrai par moi-même. Comment ça, par toi-même? Tu comptes faire comment? Ronan donne ensuite un coup d'épée dans le vent. Quoi? Qu'est-ce que je rêve où Ronan vient de trancher mon mana? Ronan, c'était quoi ce que tu viens de faire? C'est pas grand chose, je sais pas trop l'expliquer. Je sais faire ça depuis pas mal de temps. C'est incroyable, je n'ai jamais vu quelqu'un trancher du man. Aïe! Oublie ça, je ne sais pas trop comment ça fonctionne non plus. Je dois d'ailleurs profiter de mon retour dans le passé pour trouver des explications sur l'origine de mon pouvoir. Car c'est sûrement la raison pour laquelle j'ai pu réussir à tuer cet horrible géant d'un coup d'épée. Bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai d'autres chats à fouetter. Chaque chose en son temps. Tu as passé ce test avec brio, Axel. Prends ça et suis-moi. Nous avons encore du boulot avant que le jour se lève. Quoi? Mais il fait nuit. Et alors, l'histoire impériale n'attend pas et la mienne restera gravée dans les annales. Il marche ensuite pénétrant petit à petit dans la forêt et sur le chemin, il parle de l'académie. L'académie Philéon? C'est bien ce que tu as dit, Ronan? Tu veux qu'on aille à l'académie où se trouve l'élite de l'Empire? Toi et moi? Ouais, t'as bien entendu. Arrête de me faire répéter, tu veux? Ben quoi? Tu veux pas y entrer? Non, ce n'est pas ça le problème. Tu te débrouilles très bien en arts martiaux, donc c'est un bon endroit pour toi. Mais moi, il n'y a rien que je sache faire. En plus, je suis assez têtu et timide. Hé, Axel, tu es sûr de vouloir vivre ta vie comme ça? Faire de ton talent inné du gâchis en traînant avec des voyous, c'est vraiment ça que tu veux? Pour être honnête, tu as encore pas mal de progrès à faire. Et il est vrai que tu es têtu et timide. En plus de ça, t'es un vrai pleurnichard. Et tu es bien trop peureux aussi. Mais tout ça n'a pas d'importance. Ce sont des choses que tu peux changer. Par contre, ce qui ne changera jamais, c'est le temps qui passe sans qu'on puisse rien faire. Et je te promets qu'un jour, tu le regretteras de ne pas avoir pu changer. Tout comme moi, lors de ma vie précédente. Alors, tu as changé d'avis? Ronan, je n'arrive pas à croire qu'une personne comme lui se soucie autant de moi. Je ne te force à rien, c'est ta vie après tout. Si tu veux partir, je ne t'empêche pas de le faire. Bref, j'ai du boulot. Attends, Ronan, je viens avec toi. Je viens avec toi, Philéon. J'aimerais juste que tu m'enseignes quelques petits trucs avant. D'accord. Enfin, tu as grandi, Axel. On devrait commencer tout de suite avec ton premier challenge. Qu'en penses-tu? D'accord. Tout se passe comme prévu. Ronan emmène ensuite Axel dans un camp. Ronan, c'est ça mon premier challenge? T'as tout compris. C'est le meilleur adversaire que j'ai trouvé pour stimuler tes pouvoirs. Un gobelin de lune. Et ils sont en bande. Alors, facile, non? Comment ça?
Bon, t'es prêt? Le gobelin de lune est une espèce de gobelin mutant que l'on trouve généralement dans ce coin de forêt. Leur peau jaunâtre et leur corps repoussant les différencient des autres gobelins. Mais ce qui les distingue encore plus, c'est leur obsession pour les objets précieux. Ils attaquent les marchands et volent leurs objets de valeur sans aucune hésitation. Ensuite, ils réunissent leurs trésors et font la fête autour. Mais seulement lors des nuits de pleine lune. Donc, tu veux dire que nous sommes ici cette nuit car... Exact. Aujourd'hui, nous allons leur voler tous ces trésors. Des gobelins qui volent des trésors et qui font la fête, c'est la première fois que j'entends parler de tout ça. Comment tu sais ça, Ronan? Eh bien, je le savais, c'est tout. Je ne peux pas lui dire que j'ai ces infos lors de ma vie précédente. Bref, ce que tu as à faire, c'est utiliser ta télékinésie pour soulever tous ces trésors et les mettre dans le sac sans les réveiller. Alors, facile, non? Eh bien, ça n'a pas l'air si simple que ça. Et si je fais une erreur et qu'ils se réveillent, nous aurons des gros ennuis, non? C'est bien trop dangereux. On devrait encore y réfléchir. Non mais quel peureux. Écoute-moi, si nous voulons entrer à l'académie de Philéon, nous avons besoin de deux choses. La première, c'est de l'argent, parce que nous allons devoir payer les frais de scolarité qui coûtent la peau du cul. Ensuite, nous avons besoin d'expérience sur le terrain. C'est vrai que l'argent est important, mais l'expérience l'est d'autant plus. Comme tu dois déjà le savoir, cette académie est pleine de combattants issus de familles nobles qui ont reçu une bonne éducation depuis leur enfance. Si tu veux entrer en compétition avec eux, tu n'as pas d'autre choix, Axel. Tu dois risquer ta vie pour te faire de l'expérience en combat réel. Et ces gobelins sont les adversaires idéaux. Non seulement on aura l'argent, mais aussi l'expérience. C'est d'une pierre deux coups. Est-ce que j'ai tort? Ou peut-être que tu as une meilleure idée? Non, pas dans l'immédiat. Lançons-nous alors. Tu veux bien commencer? Axel commence alors à faire voler les objets grâce à son mana. Ok, encore un peu. Bon, maintenant, fais-les tomber. Excellent, ça suffira pour le dernier sac. Les deux sont pleins. Tu vois Axel, tu t'es très bien débrouillé. Oui, est-ce que c'est terminé? Pour être honnête, je n'étais pas certain qu'il y arriverait, mais il a fait du très bon boulot. Il est encore plus doué que ce que je pensais. On dirait que j'ai trouvé un très bon coéquipier. Bon, maintenant que les sacs sont pleins, préparons-nous à partir. Hein? Vraiment, c'est terminé? Oui, nous n'avons plus rien à faire ici. Allons-y, avant qu'il nous arrive des ennuis. Au même moment, à côté d'eux dans la forêt, une ombre vole à toute vitesse. Derrière lui, deux hommes la poursuivent. Hé, sale oiseau de mes deux! Arrête-toi tout de suite! Axel et Ronan entendent les voix à côté d'eux. Qu'est-ce qui se passe? Qui peut faire autant de bruit en pleine nuit? Les bruits réveillent l'un des gobelins. Ils regardent ensuite vers leurs trésors et ne les voient pas. C'est quoi ce vacarme? Où sont passés tous nos trésors? Au voleur! Ils réveillent alors tous les autres gobelins. Quoi? Un voleur? Les gars, où sont nos trésors? Les gobelins regardent ensuite derrière eux et voient les deux garçons. Eh merde, pense Axel. On s'est fait repérer. Les gobelins furieux courent tous à toute vitesse vers les deux garçons. Axel, terrifié, devient tout rouge. Je ne voulais pas en arriver là. Je me disais aussi que tout se passait un peu trop bien, dit Ronan. Qu'est-ce qu'on va faire, Ronan? Viens, laissons les sacs, fuyons. Ne dis pas de conneries, idiot. Comment allons-nous payer les frais de scolarité? En travaillant peut-être? Mais nous devons sauver notre peau. Pendant ce temps, les gobelins s'approchent d'eux. Ah, ils approchent. Ils sont là, Ronan. Je n'ai qu'une longue épée faite en fer de mauvaise qualité. Vu son poids et sa finesse, j'imagine qu'elle me lâchera après une quinzaine de coups. Le problème, c'est qu'ils sont une trentaine. Pendant qu'il réfléchit, les gobelins s'approchent d'eux. Attention, dit Axel. 15 coups, hein, pense Ronan. Mais d'un coup d'épée, il tranche 3 têtes de gobelins en même temps. Ça me semble suffisant, pense Ronan. Les 3 têtes volent ensuite dans les airs. Axel est impressionné par la puissance de Ronan. Maintenant, plus que 14 coups. Je crois que c'était le dernier. Bon, c'était pas si compliqué que ça. C'est impossible. Qu'est-ce que je viens de voir? Il a attaqué 3 gobelins en un seul coup d'épée et a abattu tous ceux qui arrivaient par derrière. C'était comme si Ronan avait disparu pendant un moment pour apparaître à un autre endroit. Ainsi, Ronan coupe la tête du dernier gobelin. Il les a tous tués. Qu'est-ce que tu fais planter là? Allez, active-toi. Ah, désolé. Oui, j'arrive. Tu n'as pas à t'excuser pour si peu. Allez, prends tes affaires. On rentre à la maison. Plus tard, toujours en pleine forêt dans la nuit, les deux garçons ont leur sac plein à craquer de trésors. Qu'est-ce que c'est lourd. Je ne pensais pas que cette mission serait aussi dure. J'imagine que finalement, rien n'est facile dans la vie. Et puis dire que j'ai des courbatures après un petit combat avec quelques gobelins, ça doit être parce que mon corps est encore très jeune. Je vais devoir faire beaucoup d'exercices quand je serai de retour à la maison. Ronan, c'était quoi ces cris qu'on a entendus tout à l'heure? Est-ce que j'en sais? Hurler au milieu de la nuit dans la forêt profonde. Faut vraiment être con pour faire ça. Attends que je sache qui s'est
m'insulter, j'hésiterai pas à lui casser la gueule. Au même moment, derrière eux, une flèche est pointée vers eux. L'inconnu tire alors et la flèche part à toute vitesse vers les deux garçons. Axel se retourne et voit la flèche se diriger vers lui. Ah, bordel de merde, dit Ronan après avoir attrapé la flèche. C'est quoi ça encore? Une flèche? Axel a vu sa vie défiler. Il est terrifié de savoir qu'il n'est pas passé loin de la mort. D'où est-ce qu'elle vient? Cette foutue forêt est hantée ou quoi? Comment ça se fait qu'elle soit pleine de tarés? Vous, qui êtes-vous? Oh, tiens, ce sont des gens normaux. Des gosses en plus. Des gosses, pense Ronan. Je suis désolé les enfants, on a entendu des bruits bizarres au loin. On a cru qu'il s'agissait de monstres. Mais pendant que l'homme parle, il regarde le sac de Ronan plein de trésors. Eh ben, on dirait bien qu'on a failli blesser des inconnus. Vous n'êtes pas blessé? Arrêtez vos conneries, dit Ronan. Je connais vos intentions, hein? Pas la peine de jouer la comédie. Contentez-vous de répondre à ma question. Qui êtes-vous? Ah, c'est vrai, nous avons oublié de nous présenter. Excuse-moi, petit. Nous sommes... Au même moment, l'homme sort discrètement son couteau derrière lui. Il saute ensuite sur Ronan essayant de le tuer avec le couteau. Il dit ensuite s'appeler les Caribello. Les Caribello, pense Ronan. Il attrape la main de l'homme et lui met un gros coup sous le menton. L'homme commence à saigner de la bouche. Ces ordures de Caribello. Sale mioche, dit l'autre garçon. Il court ensuite vers Ronan. Axel le voit et il active sa magie. Il envoie ensuite son mana vers le garçon pour protéger Ronan. Il utilise la même technique que tout à l'heure, main invisible. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus bouger. Waouh, Axel, bravo, dit Ronan avant de frapper l'homme à la main pour le désarmer. Il prend ensuite son couteau et n'hésite pas à le trancher à plusieurs endroits différents de son corps. L'homme a eu à peine le temps de demander à Ronan qui il est qu'il tombe par terre découpé en morceaux. Son sang gicle de partout. Axel est horrifié devant cette scène. Ronan, est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce que j'étais censé faire? Les épargner? Il voulait aussi nous tuer. Et puis, tu les as entendus, non? C'était des Caribello. Des Caribello? Tu parles de cette horrible gang qui pille, mais kidnappe aussi des gens et fait du trafic d'êtres humains? Ce gang est si dangereux que c'est le plus connu de l'Empire. Tu es bien informé, c'est bien, dit Axel avant de planter le garçon qui restait. Si je n'avais pas été là aujourd'hui, ils auraient probablement pris tous tes organes et t'auraient enterré ici. Quoi? Ça aurait été un crime de laisser ces saletés en vie. Le sac à côté du garçon commence à bouger. Allez, arrête de trembler comme ça et allons-y. Mais le sac se met ensuite à voler derrière Ronan. Il se retourne ensuite. Hein? Ça vient de bouger? Comment c'est possible? Ils ont dû attraper quelque chose. Les deux garçons se rapprochent alors du sac et commencent à l'ouvrir. Peut-être qu'ils ont capturé un animal? Sûrement oui. Voyons un peu. Des yeux bleus apparaissent dans le sac. Une ombre sort ensuite à toute vitesse du sac. Il s'agit d'un oiseau bleu. Il se met au-dessus des deux garçons. Axel se demande qu'est-ce que c'est? Un piaf? L'oiseau est assez étrange car il a les plumes bleues. Ronan, c'est la première fois de ma vie que je vois un oiseau bleu, dit Axel. Moi aussi. Il a des chaînes aux pattes. Serait-ce les entraves des Caribello? Les entraves des Caribello font diminuer le mana d'un individu et restreignent leurs mouvements. Je croyais qu'elles étaient rarement utilisées ou qu'elles ne servaient qu'à capturer des créatures mythiques. Attends une seconde. Ça veut dire que cet oiseau est... Mais au même moment, une voix sort de l'oiseau. Eh oh, vous m'entendez? Allô? Ah, enfin, ça a fonctionné. Les deux garçons sont surpris d'entendre la voix. Il vient de parler. C'est impossible, Joe. C'est de la magie de communication, ça se voit, non? Il a été capable de parler après être sorti de ce sac. Donc, peut-être qu'il a une fonction de blocage total de mana. Je suppose que vous êtes le propriétaire de cet oiseau? Demande Ronan. C'est exact. Je suis Varen et je fais des recherches sur les créatures fantastiques de ce monde. Je suis le gardien de ce Non, de Marpez. Et j'ai essayé à de multiples reprises, mais je n'ai pas réussi à établir une connexion. J'ai pensé à signaler l'agression aux autorités, mais vous êtes arrivé à temps. Quel soulagement. Puis-je vous demander qui vous êtes? Eh bien, nous sommes que des passants. Nous avons été impliqués par hasard dans un combat contre des voyous. C'est eux qui ont kidnappé votre oiseau. Et ensuite, mais tout ça a été trop sanglant pour être raconté. Ronan décide alors de rien dire de ce qu'il a fait des deux voyous. Enfin bref, on a fini par le sauver. Pardon? Des voleurs ont kidnappé mon Marpez? Dit Varen. Cela m'avait traversé l'esprit, mais j'étais loin de me douter qu'il s'agissait réellement d'un kidnapping. Je vous suis profondément reconnaissant. Comment puis-je vous montrer ma gratitude? Ce n'est pas la peine, oubliez ça. Par contre, comment peut-on vous rendre votre oiseau? Il a l'air épuisé après tout ce qu'il a vécu. Est-ce que si je lui retire ses chaînes, il sera capable de voler à nouveau? Pardon? Oui, je pense, répond Varen. Cet oiseau a un très bon sens de l'orientation, donc vous pouvez le libérer. Tant mieux. Ronan donne alors un coup d'épée aux entraves sur les pattes de l'oiseau pour le libérer. Une fois les entraves enlevées, l'oiseau se retrouve complètement libre. Lui-même n'en revient pas. Retourne voir ton gardien, petit oiseau bleu, dit Ronan, et fais en sorte qu'il ne s'inquiète plus pour toi. L'oiseau regarde Ronan avec
avec des yeux émerveillés. Mais celui-ci ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il reste là à le regarder. L'oiseau se retourne ensuite. Je crois qu'il est en train de me montrer ses fesses. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vous demande de lui prendre une de ses plumes avant qu'il parte, répond Varenne. Ça signifie qu'il souhaite vous revoir un jour. Cette plume vous permettra de vous diriger vers l'oiseau, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. En avez-vous pris une? Voilà, à présent, vous pourrez nous rendre visite quand vous voudrez. L'oiseau s'envole ensuite à toute vitesse. À ce moment-là, je m'assurerai de vous offrir une récompense, dit Varenne avant que l'oiseau ne parte. Il est si rapide. Oh, qu'est-ce que t'as dans les mains, Ronan? C'est vrai, je sens un truc chaud, hein? Ronan regarde ses mains mais ne comprend pas ce qu'il voit. C'est quoi ce truc? Quelques jours plus tard, en ville, waouh, une pierre précieuse. Quel savoir-faire extraordinaire. Ce bijou est sublime, je vous en donne 20 pièces d'or. Voici le propriétaire de la boutique Carabel. Il s'appelle Dupont Carabel. Et dire que tous les trésors que vous avez apportés ont une grande valeur. C'est mon jour de chance aujourd'hui. Mes futurs clients seront tous des clients de marque. Comment se comprend, monsieur Carabel, dit Ronan. Les autres marchands sont tous des arnaqueurs, ceux qui commençaient sérieusement à m'énerver. J'ai enfin la chance de faire des affaires avec un marchand honnête et consciencieux. J'ai bien fait d'attendre que vous passiez par là. Tout l'honneur est pour moi, répond Dupont. Y a-t-il autre chose que vous voulez faire évaluer? Eh ben, pouvez-vous jeter un œil à ceci? Ronan montre un œuf avec des motifs de l'espace dessus. Je ne compte pas le vendre, mais j'aimerais savoir ce que c'est, dit-il. La nuit dernière, l'oiseau bleu a laissé ça derrière lui. Un œuf. D'abord, j'ai pensé qu'il s'était soulagé dans ma main, mais je me suis trompé. Ce piaf me remercie en me chiant dessus. J'ai voulu faire quelques tests. Ah, sérieux, c'est dégueulasse. Je l'ai lancé contre un rocher et à ce moment, c'est le rocher qui s'est cassé et l'œuf est resté intact. J'ai découvert que cet œuf est très solide. Ronan et Axel ont été stupéfaits par la solidité de l'œuf. Je ne sais pas vraiment s'il s'agit d'un œuf ou autre chose, mais ça vient d'une créature rare. C'est peut-être un trésor d'une valeur inestimable, pense monsieur Carabel. Cette couleur et cette sensation au toucher. Oh, peut-être qu'il s'agit de... En entendant ces mots, Ronan s'excite alors, pensant que c'est quelque chose de précieux. Mais Dupont lui dit ensuite qu'il s'agit d'une bouse de cheval, ce qui laisse Ronan sans voix, il en est choqué. C'est impossible, monsieur, n'est-ce pas? Je n'en suis pas sûr moi-même. En tout cas, ça n'a pas l'air d'un objet très commun, dit Dupont. Pourquoi n'allez-vous pas l'estimer dans un endroit spécialisé? Je suppose que c'est ce que je devrais faire. Je suis bien trop curieux de savoir ce que c'est pour le vendre. Au fait, est-ce que vous vendez des livres sur Philéon? Philéon? L'académie? Oui, nous allons passer l'examen d'entrée de Philéon. Du coup, on aurait besoin d'informations. Ah, donc vous voulez y étudier? Vous tombez très bien. Ma fille s'apprête également à passer cet examen. Elle pourra certainement vous aider. Au même moment, la fille arrive. D'ailleurs, elle ne devrait pas tarder à rentrer. Oh, papa, dit la fille. Qui sont ces gens? Demande-t-elle. Ah, la voilà, ma seule et unique fille, Maria. Quoi? Maria? Pense Ronan. Il regarde la fille et a l'impression de l'avoir déjà vue. Maria, approche donc. Ce sont des clients avec qui j'ai conclu un marché important. Ah bon? Un marché avec ces sales mioches? Maria, allons. Quel est ce langage? Excusez-moi, ma fille a grandi sur les marchés, donc elle a tendance à ne pas mâcher ses mots. Ce n'est rien, ne vous en faites pas, dit Axel. Enfin, peut-être que Ronan l'a mal pris, hein? Celui-ci s'avance ensuite vers Maria et se met devant elle. Dis, t'es vraiment Maria? Quoi? Dit-elle. Ton deuxième prénom c'est bien Sen? Oui, mais... Comment tu sais ça? C'est étrange, tu ressembles beaucoup à quelqu'un que j'ai connu, mais lui était un homme, pense Ronan. J'ai une question à te poser. Approche. La fille s'approche alors. Qu'est-ce que tu veux me dire au juste? Est-ce que par hasard, tu as quelque chose entre les jambes? Tu sais, un zizi. Maria n'arrive pas à en croire ses yeux. Est-ce qu'elle rêve? Qu'est-ce que Ronan vient de le dire? Aurait-elle un zizi, elle? Mais Ronan n'a pourtant pas l'impression que ce soit le cas. Il pense alors que le père de Ronan aurait un fils caché. Mais celui-ci se fait gifler fortement par Maria, énervée par son comportement. Elle le traite de taré. Mais cette gifle bien sifflante, Ronan y est habitué. Il en est sûr maintenant. C'est bien lui, le comte Maria Sen. Lorsque Ronan était soldat à Armaran, c'était lui qui était en charge du ravitaillement. Maria travaillait bien et s'entendait avec n'importe qui sans problème. Il avait une très belle personnalité, mais lorsqu'il parlait de trucs de garçon, il s'énervait et avait pris l'habitude de gifler tout le monde. Ronan s'est toujours demandé pourquoi il agissait de cette manière. D'ailleurs, il a toujours voulu lui poser la question, mais il n'en a jamais eu l'occasion, car lui aussi a été tué pendant la guerre. Ronan n'aurait jamais pensé que le comte était en réalité une comtesse. Il comprend
mieux maintenant. Ce n'était pas il, mais elle. Maria s'énerve encore plus voyant que Ronan continue à sourire. Est-ce qu'il en veut une autre? Alors il l'aura voulu. Elle se prépare alors à le frapper encore. Mais Ronan lui met un coup sur la tête. Ça suffit maintenant. Il l'a laissé frapper une fois. Ça devrait suffire, non? Même si Ronan pense qu'il a mérité cette gifle, deux c'en est trop. Mais Maria se lève et lui donne un coup de tête en dessous de la mâchoire. Elle veut lui montrer qu'elle n'a pas peur de lui. Alors les deux commencent à se chamailler et à se battre, étant tous deux énervés. À côté d'eux, Axel et le père de Maria sont étonnés de les voir se battre avec tant d'acharnement. Ils se lèvent alors tous deux et partent les arrêter. Quelques temps plus tard, Axel est étonné de voir le comportement de Maria et Ronan. Ils se sont battus à mort il y a quelques heures à peine et d'un coup, les voilà devenus amis autour d'une table parlant d'épées. Maria analyse les épées de Ronan, quelques épées et une baguette magique. Elle lui demande alors pourquoi il y en a trois. Ça devrait être lourd à porter, non? Ronan les a pris au cas où il en briserait une. En effet, il est assez féroce quand il manie l'épée. Il demande alors à Maria ce qu'elle en pense. Eh bien, c'est pas mal du tout. L'épée en fer noir est celle qui a la meilleure qualité. Les chevaliers les plus renommés se battent avec des épées en fer noir, mais c'est un matériau très recherché. Maria ne sait pas à quelle fréquence Ronan va l'utiliser, mais elle l'assure que l'épée ne se brisera pas si facilement. Alors, elle est faite en fer noir, pense Ronan. C'est ce qu'il avait avant de revenir dans le passé. Maria remarque aussi qu'il y a une pierre de mana sur la baguette magique, ce qui veut dire que elle se tourne vers Axel et lui demande s'il fait de la magie. Celui-ci, tout timide et nerveux, répond que oui. Elle lui demande alors quelle magie maîtrise-t-il. Axel, tout timide et rougissant, répond qu'il maîtrise la télékinésie. Maria se lève, elle trouve ça génial. Est-ce qu'il sait que s'il réussit le test d'entrée, il aura une bourse? C'est Maria et Ronan qui auront des problèmes. En effet, qu'est-ce qu'il pourrait bien montrer comme compétence particulière lors des examens? Ronan ne comprend pas. Maria lui informe alors que pour rentrer à Philéon, il faut montrer ses capacités à un jury. L'élève doit passer à un examen pratique oral qui va le permettre de leur montrer ce qu'il sait faire. Bien sûr, l'examen théorique est difficile, mais pas autant que l'épreuve pratique. Apparemment, il suffit de réussir l'examen pratique pour être sûr d'être accepté. Mais s'ils ne montrent pas de compétences particulières lors de cet examen, ils seront recalés. Ronan trouve que c'est n'importe quoi. Il suffit seulement d'être un bon épéiste, non? Il demande alors à Maria qu'est-ce que les élèves montrent en général au jury. Eh bien, les nobles montrent leurs techniques secrètes familiales et ceux qui sont doués en arts martiaux montrent leurs techniques spéciales en combat à l'aide de leur mana. Ronan est étonné d'entendre ça. Est-ce que les gens de leur âge utilisent du mana lorsqu'ils manient l'épée alors qu'ils ne sont même pas des magiciens? Eh bah oui, c'est évident, répond Maria. C'est évident pour ceux qui se préparent à entrer à Philéon. Mais par curiosité, Maria demande à Ronan s'il a bien pratiqué la sensibilité au mana pendant quelques temps avant de vouloir s'inscrire. En effet, d'abord il s'habitue au mana et ensuite il l'utilise au combat. C'est la base, mais Ronan ne semble rien comprendre. Maria a peur d'avoir compris. Alors Ronan n'aurait jamais fait d'entraînement de sensibilité au mana? Celui-ci trouve que le mana et l'aura c'est la même chose. Maria est choquée d'entendre ça. Elle n'arrive pas à y croire que Ronan ne sache pas tout ça et qu'il veut entrer à Philéon. Le mana et l'aura seraient la même chose. Comment est-ce possible de dire ça? Ronan lui dit qu'il a bien le droit de ne pas savoir. Il trouve que Maria est un peu trop dure avec lui. Celle-ci se lève tout de suite. Ça ne va pas le faire. Elle demande à Ronan de le suivre. Et pourquoi? Demande-t-il. Elle prend l'une des épées de Ronan car la sienne est chez le forgeron. Mais celui-ci n'est pas d'accord. Il ne lui a même pas encore donné l'autorisation. Elle n'a pas intérêt à abîmer ses épées. Maria lui dit de ne pas s'inquiéter. Ça ne sera pas long. Et puis si ça arrive, elle le remboursera le double. Non, le triple. Dans ce cas, Ronan veut bien les lui prêter. Maria lui dit d'arrêter de râler et de la suivre. Elle va lui donner un entraînement spécial. Le mana est la force du pouvoir de la nature. Tout comme l'air, c'est une source d'énergie qui existe partout à travers le monde. Cependant, cela ne veut pas dire que tout le monde est capable de l'utiliser. Pour s'en servir, on doit d'abord commencer par ressentir sa propre énergie. C'est comme ça que l'on prend conscience de sa sensibilité au mana. L'entrée dans cette étape de l'apprentissage génère de grandes différences individuelles. Car certains ont un talent inné et d'autres doivent s'entraîner sans relâche. Mais après un an de pratique, les sens commencent généralement à s'affiner. Ceux qui souhaitent entrer à Philéon, eux, ont dépassé cette étape. Ils décident donc d'étudier dans la fameuse académie, seulement après avoir maîtrisé leur propre technique de mana. Est-ce que Ronan comprend maintenant? Il ne sait même pas encore différencier l'aura et le mana et il veut entrer à Philéon. C'est complètement insensé. Maria lui dit que l'aura est une sorte de mana en soi. La différence entre les deux
eux est comme celle entre le ciel et la terre. La puissance unique qui émane des génies reconnus pour leur talent, celle pour laquelle ils ont dû consacrer une dizaine d'années de leur vie avant qu'elle ne se développe en eux. C'est ça l'aura. Est-ce que Ronan comprend maintenant? Mais celui-ci a encore du mal à comprendre. En effet, il a eu l'occasion de croiser des gens qui utilisent le mana sur le champ de bataille quelquefois. Ils n'arrêtaient pas de se vanter d'utiliser leur aura. Ils disent que c'était un pouvoir hors du commun. Ils l'ont pas mal embêté avec ses conneries, donc il leur a réglé leur compte. Mais finalement, il disait vrai. En revanche, aussi incroyable qu'il soit, ils n'ont pas pu s'échapper de l'épée de Ronan. Et Maria lui dit que maintenant il a assez d'explications comme ça, qu'il commence l'entraînement. Ronan doit apprendre en pratiquant, pas en mémorisant. Ce sera bien plus rapide et efficace. Ronan pense que Maria n'est qu'une gamine, elle ne va rien faire. Mais celle-ci fait un bond énorme et s'approche de lui rapidement. Ronan arrive à arrêter l'épée de Maria. Il se rend compte maintenant de sa force. On dirait qu'il a parlé trop vite. En effet, Maria est plus forte qu'elle ne le paraît. Les deux commencent alors à échanger des coups d'épée. Ronan est étonné. Maria est déjà aussi forte que ça à son âge et en plus elle manie deux épées. Est-ce qu'elle utiliserait son mana pour le combat? Ronan ne peut pas le discerner donc il en est pas sûr. Mais Maria elle se demande pourquoi est-ce qu'il est aussi talentueux. À la base elle voulait en finir rapidement. Elle voulait lui montrer la puissance du mana et le voir abandonner. Elle pensait que c'était mieux pour lui qu'il subisse une humiliation maintenant que plus tard devant d'autres étudiants à l'académie. Mais Maria se retrouve à se défendre pour contrer les attaques de Ronan et dire qu'il est aussi fort alors qu'il n'utilise même pas encore de mana, c'est impossible. Mais Ronan lui demande à quoi est-ce qu'elle pense avant de lui faire briser sa garde. Maria se retrouve les deux bras ouverts et vulnérable. Ronan se prépare alors à attaquer. Arrête de contrer mes coups, évite-les, dit Ronan avant de lancer son épée vers Maria. Celle-ci arrive à esquiver de justesse. Ce n'est pas passé loin pour elle. Elle dit à Ronan qu'il est différent des autres et lui avoue qu'elle a un réel talent en maniement d'épée. Elle devrait juste être plus précise sur son centre de gravité. Si elle travaille là-dessus, elle pourra encore être plus puissante. Mais Maria demande à Ronan où est-ce qu'il va, qu'il ne lui dit pas qu'il pense que le combat est terminé et qu'il a gagné. Ronan dit à Maria de laisser tomber, qu'elle retienne juste ce qu'il vient de lui dire. Elle a lui-même dit, elle remboursera le triple de l'épée de Ronan si elle se brise. Mais Maria, voyant l'épée de Ronan se briser en 1000 morceaux, revient sur sa parole. Quand est-ce qu'elle a dit ça? Ronan lui dit juste de préparer la somme. Il viendra la chercher. Axel lui tapote Maria derrière le dos pour l'appeler. Il la regarde avec un regard plein de compassion. Il la félicite, elle s'est bien battue. Axel part ensuite rejoindre Ronan qui l'a appelé et laisse Maria. Celle-ci, derrière les deux, n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le lendemain, en ville, Ronan et Axel sont étonnés. Ils sont juste venus pour l'argent de l'épée. C'est quoi tout ça? En effet, Maria a préparé plus. Elle a préparé des livres. Ce sont des manuels de révision et des notes qu'elle a prises. Elle dit à Ronan qu'il en aura besoin. L'examen théorique est dans à peine un mois. C'est vrai, mais Axel trouve que Maria n'avait pas à en faire autant. Il espère alors que c'est pas un piège. Mais Maria lui assure que non, il n'a pas à s'en faire. Elle le trouve juste talentueux, lui et Axel. Alors elle tenait à leur faire ce cadeau. Elle leur offre tous ses livres en espérant qu'ils seront tous admis. Et bien sûr, elle précise que c'est gratuit. Elle aurait aimé leur donner des cours, mais ils doivent changer d'emplacement et aller vendre leurs marchandises ailleurs. Maria espère alors que Ronan étudiera sérieusement par lui-même. Si jamais il échoue à l'examen après tous ces cadeaux, alors elle lui fera regretter. Est-ce qu'il a bien compris? Ronan répond d'un ton ironique et dit oui, bien sûr. Sur ces mots, Maria part avec son père. Elle dit au revoir à Axel et Ronan. Ils se reverront à l'académie le jour des examens. Qu'il s'assure de bien lire tous les livres. Ronan ne perd pas de temps et prépare son programme. En effet, il va devoir faire des entraînements physiques et étudier pour l'examen théorique. Ronan en est vraiment content. Qu'est-ce que c'est bon de sentir que les choses avancent. C'est une fois retourné chez lui que Ronan a adopté une nouvelle routine quotidienne. Les jours se sont écoulés de façon plus différente que d'habitude. Il prenait tous ses repas avec sa sœur Iris. Il mangeait tellement qu'il était au bord de l'implosion à chaque fin de repas. En utilisant les calories gagnées pour partir à la chasse aux monstres, il a pu améliorer son endurance et sa capacité d'adaptation. C'est ce qu'il a fait jusqu'à avoir éliminé tous les monstres qui rôdaient autour du village. En même temps, il étudiait bien plus qu'il ne l'avait fait dans sa vie passée en tant que soldat. Il n'avait aucune idée de comment l'examen se passerait, mais il a fait de son mieux pour réviser. C'est ainsi qu'un mois est passé. Voici le lieu des examens d'entrée, la capitale de l'Empire. C'est au cœur de la ville que s'est établie la principale institution éducative de l'Empire, la petite cité de la Tour Blanche. En effet,
Et voici Philéon. Axel trouve que les bâtiments de l'Empire sont de vraies œuvres d'art. C'est incroyable. Mais Ronan lui demande ce qu'il fait seul au milieu de la route. Qu'il arrête de s'émerveiller pour rien, c'est l'heure de rentrer. Il risque d'être en retard aux examens. Mais Axel a remarqué quelque chose de bizarre. Ronan lui demande pourquoi est-ce qu'il le regarde comme ça. Pour Axel, tout ça est nouveau. En effet, il remarque que Ronan a grandi en l'espace de seulement un mois. Et Ronan trouve que c'est n'importe quoi. Il arrête de dire des conneries, ils doivent se dépêcher. Mais maintenant que Ronan y pense, est-ce qu'il y aura ce gars à Philéon? Mais quel gars? Il pense à l'épéiste Shulifen. Cet épéiste est l'un des plus connus de l'Empire, car il est le représentant de la célèbre famille Grancia. À cette époque, il doit avoir le même âge que Ronan. Peut-être qu'il va le rencontrer aujourd'hui. Ce n'est pas si important que ça, mais bon. Axel demande à Ronan s'il l'a sur lui. Mais de quoi il parle? Il parle de la plume que l'oiseau bleu lui a donnée l'autre fois, celle qui le dirigera vers son propriétaire. Ronan dit oui et la sort. Il l'a prise avec lui avant son départ. Il s'est souvenu que Varen vivait à la capitale. Il pensait partir à sa recherche à la fin des examens. Mais soudain, il voit que la plume bouge. En effet, celle-ci se dirige vers la pointe du sommet de la tour. Dans cette même tour, quelqu'un parle. Il trouve que c'est compliqué ça aussi. Il n'arrive décidément pas à s'habituer à son statut de professeur. Il aurait dû redevenir explorateur. On perçoit alors l'oiseau bleu de tout à l'heure. L'homme qui parle est sûrement Varen. Il caresse le petit oiseau bleu et le remercie de l'encourager. Marpez a raison. Varen doit faire preuve de courage, ne serait-ce que pour récompenser ceux qui ont sauvé Marpez. Voici le professeur de zoologie à Philéon, Varen Fanazer. Sa particularité, c'est qu'il est un loup-garou. Varen s'apprête à aérer un peu la pièce pour commencer, au cas où Axel et Ronan viennent leur voir aujourd'hui. Mais à peine Varen ouvre la fenêtre qu'il voit Ronan avec une tête de psychopathe. Il n'a même pas encore ouvert la fenêtre qu'elle s'est déjà ouverte. Varen et Marpez prennent peur. Ronan voit Marpez et le reconnaît, alors dans ce cas, le loup-garou doit être son propriétaire. Varen, complètement paniqué, demande qui ils sont et comment est-ce qu'ils ont pu entrer par la fenêtre. C'est pourtant eux. Ronan lui répond d'arrêter de lui casser les oreilles. Axel lui avait bien dit, ils auraient mieux fait de prendre les escaliers. Varen commence à s'énerver, qu'ils ne lui disent pas qu'ils veulent encore capturer son oiseau, mais il voit la plume dans la main de Ronan et il la reconnaît. Alors, il reconnaît les sauveurs de Marpez et dire qu'il a eu peur d'eux alors qu'ils sont les sauveurs de Marpez. Il espère alors qu'ils oublieront tout ça. Ronan lui assure que c'est rien. Et puis après tout, ce n'est pas de sa faute s'ils sont rentrés par la fenêtre. Quoi, sa faute? Remarque Axel. C'est pourtant Ronan qui disait que ce serait trop fatigant de prendre les escaliers. Mais celui-ci pince les joues d'Axel et lui dit de se taire. D'ailleurs, il est assez surpris. Il était loin d'imaginer que le propriétaire de l'oiseau était un loup-garou. En plus, il est professeur de l'académie. Mais Varen a été tout aussi surpris que Ronan, surtout de constater qu'ils sont de futurs étudiants. C'est dommage, s'il l'avait su, il aurait préparé une lettre de recommandation. Il imagine que c'est trop tard maintenant. Il espère que les deux réussiront, mais si jamais ils échouent, il fera quelque chose pour eux. Mais Ronan lui assure que ça ira. Il a plutôt quelque chose à lui demander. Comme il le sait, Ronan n'a pas beaucoup de temps à lui consacrer aujourd'hui. Alors, il sort l'œuf de l'oiseau et lui montre. Il le demande alors s'il sait ce que c'est. Marpez a laissé ça derrière lui avant de partir la dernière fois. Varen est complètement étonné. Marpez leur a laissé ça. Est-ce qu'il s'agissait d'un œuf d'oiseau? Varen demande à Ronan de bien confirmer que cet œuf vient bien de Marpez. Mais Ronan ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il a l'air si surpris? Eh bien, disons que Marpez n'est pas un oiseau normal. Et ce qui surprend le plus Varen, c'est qu'il a aucune idée de ce que cache cet œuf. Mais de quoi est-ce qu'il parle encore? C'est bien logique, non? Il s'agit d'un oiseau, c'est normal qu'il ponde. Mais Varen assure que non, ce n'est pas le cas pour Marpez. Ces oiseaux fantastiques sont différents. Ils absorbent le mana de leur environnement. Un œuf pondu dans un champ de lave donnera naissance à un oiseau fantastique de feu. Ceux qui naissent dans un nid de monstre en deviendront un aussi. Parfois, il arrive que l'oiseau prenne radicalement une autre forme, comme pour le dernier exemple qu'il a donné à propos du monstre. Bien sûr, il procède toujours à une analyse du mana à l'intérieur de l'œuf. Il peut alors prédire l'apparence que le bébé oiseau aura à sa naissance. Mais celui-ci semble être constitué d'une grande quantité de mana en fusion, comme du métal qui chauffe dans un four. La quantité est si grande qu'il ne peut même pas l'estimer. Pour le moment, Varen n'est pas en mesure de dire à Axel quelle est la véritable nature de cet œuf. Ronan
Ronan est étonné. Tout ça a l'air très sérieux pour un simple petit œuf. Il s'adresse alors à Marpez. Où est-ce qu'il s'est aventuré pour pondre un œuf aussi bizarre? Mais Marpez ne répond pas. Il est plus futé que ce qu'il pense. Et justement, Varenne se demande si Ronan pouvait s'occuper de cet œuf. Ça lui est égal. Mais Ronan demande à Varenne s'il est vraiment sûr de lui. C'est un œuf plutôt rare, non? Oui, il l'est. Mais un oiseau fantastique ne pond qu'un œuf dans sa vie. Marpez a décidé de le pondre et de le laisser à Ronan. Donc Varenne imagine qu'il a ressenti que Ronan en prendra soin. Marpez est son fidèle compagnon depuis des années. Il veut respecter sa décision et laisser l'œuf à Ronan. Il lui rend et lui dit ensuite d'en prendre soin. Ronan accepte. Il était curieux de savoir ce que l'œuf cache, donc il veut bien. Il se lève ensuite. Le temps passe vite. Ils doivent aller passer les examens. Ronan s'apprête alors à quitter Varenne. Mais celui-ci lui demande encore une petite minute. Il a beaucoup réfléchi à la récompense qu'il pourrait leur donner et il a fini par avoir une idée. Il leur donne une sorte de serviette. Cela devrait aider Ronan à maintenir l'œuf au chaud. Mais Ronan demande qu'est-ce que c'est. Peu de temps plus tard, au bâtiment principal du château de Galion, dans la salle d'examen de pratique, il y a la salle d'attente des candidats d'arts martiaux. Le professeur annonce que l'examen du candidat 111 est terminé. Le candidat 112 peut maintenant entrer. Celui-ci se lève en tremblant, répondant oui. Les portes s'ouvrent et il s'apprête à entrer. Il se présente. Ronan, assis sur le banc, sait qu'il est le suivant. Qu'est-ce que c'est long. À côté de lui est assise Maria. Il lui demande alors si elle aussi trouve que c'est long. Mais celle-ci dit que c'est la même chose pour tous les examens. Mais Ronan lui demande pourquoi est-ce qu'elle s'est habillée comme ça. Ne serait-elle pas mal à l'aise dans cet habit? Eh bien, elle voulait porter quelque chose de cool. Après tout, ils sont à Philéon, l'endroit où tous les nobles sont réunis. Peut-être qu'elle serait amenée à faire du commerce avec un client important plus tard. Donc, elle ne peut pas se permettre d'avoir l'air pauvre. Ronan est étonné. Maria a fait des efforts. Celle-ci aurait aimé qu'Axel soit avec eux. Quel dommage. Mais Ronan lui dit qu'ils ne peuvent rien si l'examen de magie est ailleurs. Il espère juste qu'Axel n'a pas trop peur de s'être retrouvé tout seul. Le professeur annonce ensuite que l'examen du candidat 112 est terminé. Il appelle alors le candidat 113. C'est à lui. Ronan se lève. Il attendait que ça. Maintenant, c'est son tour. Maria lui dit de ne pas trop stresser, qu'il se rappelle ce qu'elle lui a dit. S'il échoue, elle lui fera regretter. Ouais, merci pour tes encouragements, répond Ronan. À plus tard, dit-il à Maria avant de rentrer dans la salle. Celui-ci se retrouve devant 5 personnes assises derrière une table. Ce sont les professeurs de l'académie. Ronan trouve qu'ils ont l'air plutôt normaux. Il regarde plus en détail le vieil homme assis au milieu. Il s'agit du directeur de l'académie, le grand sorcier Krava Kratir. Et cette femme à côté de lui, son aura est très importante. Il n'a jamais ressenti ça. C'est la professeure de maniement de l'épée, ancienne épéiste Navi Rosé. Ronan s'incline et se présente. Enchanté, jeune homme, répond le directeur. Je suis le directeur de cette académie, Krava Kravir, dit-il. Il dit ensuite à Ronan que l'épreuve consiste simplement à faire une démonstration technique en utilisant ce mannequin à côté de lui. Est-ce que Ronan a décidé quelle technique spéciale il va leur montrer? Eh bien oui, ce n'est pas grand chose, répond Ronan. Juste un coup rapide, dit-il avant de se préparer à dégainer son épée. Vu qu'il s'agit d'un mannequin, il croit que ça sera suffisant. Les deux hommes sont étonnés. Il va donner un coup d'épée simple sans utiliser de mana. Les hommes commencent alors à rigoler. Il y a toujours un candidat de ce genre. Ceux qui se mettent à sous-estimer l'épreuve en voyant le mannequin. Peut-être qu'il ignore le réel enjeu de cette épreuve, car il est originaire de la campagne. Malgré son apparence fragile, cet objet est infusé d'une aura défensive, ainsi que d'une grande capacité de régénération rapide. C'est le produit d'une ingénierie magique très avancée. Les deux hommes commencent alors à chuchoter. Même l'épéiste prodige Shulifen a eu du mal à leur faire une démonstration, alors ils ne voient pas ce que Ronan pourrait faire. Mais qui sait, peut-être qu'il va couper leur mannequin en 2 morceaux, dit l'homme aux cheveux blancs. Les deux hommes commencent ensuite à se moquer de Ronan. Il est un vrai blagueur. Le directeur n'aime pas ça. Comment ose-t-il se moquer des candidats devant eux? Il espère que ça ne va pas intimider Ronan. Mais le directeur est étonné en voyant la posture de Ronan. Celui-ci se prépare à attaquer. Comment peut-il avoir une si bonne posture avec un si jeune âge? Mais d'un coup d'épée,
épée, Ronan tranche le mannequin au niveau du cou. La professeure est étonnée. Ronan range ensuite son épée. Et voilà, dit-il. Eh bien, l'homme aux cheveux blancs n'imaginait pas que Ronan puisse faire cela. L'homme aux cheveux jaunes trouve que c'est assez difficile de juger cette démonstration. Il demande ensuite au directeur s'il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais le directeur ne parle pas. Il est en sueur et les yeux écarquillés. La professeure Navi Rosé donne ensuite un coup de pied sur la table. Elle se lance ensuite avec des yeux de démon vers Ronan, se préparant à dégainer son épée. Elle vise ensuite son cou et lance son épée pour s'arrêter au même niveau. Énervée, elle demande à Ronan qui il est et surtout qui l'a appris à manier son épée de la sorte. Ronan ne comprend pas la question. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Alors la professeure reformule. Elle demande à Ronan s'il a vu chacun de ses mouvements. Il répond que oui, et elle est incroyable. Il lui dit qu'elle était dans une position où il est très difficile de dégainer son épée. Mais malgré ça, elle a pu donner 3 coups d'épée. Oui, exactement, 3 coups, comme ce qu'il vient de leur montrer. Alors, la professeure dit à Ronan qu'elle le trouve assez insolent. Celui-ci est étonné. La professeure lui demande est-ce qu'il pensait que sa démonstration allait être évaluée par des gens si facilement impressionnables. La professeure a remarqué que Ronan a ralenti son dernier coup de peur qu'il ne le voie pas. Comme si Ronan pensait que les professeurs n'en étaient pas capables. Quelle arrogance! Est-ce qu'il a oublié dans quelle académie il se trouve? Les deux idiots derrière ne comprennent toujours pas ce qui se passe. Mais Ronan, lui, est gêné. On dirait qu'il y a un malentendu. En effet, s'il a ralenti son dernier coup, c'est tout simplement parce qu'il pensait que son épée ne le supporterait pas. Mais vu la tête de la professeure, ça l'étonnerait qu'elle le croie, même s'il lui dit la vérité. Mais la professeure, d'un coup, range son épée et lui dit qu'elle se rappellera de lui. Hein? C'est tout, pense Ronan. Mais la professeure, énervée, se retourne et lui dit qu'elle s'assurera de lui donner des cours particuliers. Ronan remarque alors que non, ce n'est pas fini. La professeure repart ensuite s'asseoir énervée. Le directeur est étonné. Elle veut donner des cours particuliers à Ronan. Il a l'impression qu'elle veut faire de lui son futur disciple. Mais le directeur doit aussi garder un œil sur lui. Son profil est intéressant. Il dit alors bravo à Ronan pour sa démonstration. Bon, à présent, il va conclure le test avec une question générale. Il n'y a pas de bonne réponse. Ronan peut répondre ce qu'il veut. Alors, le directeur pose sa question. Que souhaiteriez-vous apprendre à l'Académie Philéon? Ronan pense alors ensuite à son passé et répond qu'il aimerait apprendre à ne regretter aucune de ses décisions. Voilà ce qu'il aimerait apprendre en premier. Le directeur en est étonné. Il dit merci à Ronan et lui dit au revoir. Ainsi, il sort et les portes se ferment. Apprendre à ne pas regretter. Le directeur trouve que c'est un concept assez flou. Il se demande comment est-ce qu'ils vont bien pouvoir lui enseigner ça. Mais le professeur à côté ne comprend toujours pas ce qui se passe. En effet, après Navi Rosé, c'est le directeur qui est intéressé par ce candidat. Il ne voit pas pourtant ce qu'il a fait de spécial. Peut-être qu'il s'agit d'une supercherie et qu'il a réussi à les avoir. Le directeur comprend qu'il n'a rien compris. Une supercherie? En effet, même si ce n'est pas le terme le plus adapté, pour le directeur, il s'agit d'un grand talent. Les deux professeurs d'un coup écarquillent fortement les yeux. Ils viennent d'être choqués par quelque chose. Ils viennent tout juste de remarquer le mannequin. La tête est tombée. Ronan, dehors, devant la porte du test, repense à ce moment. La femme et sa puissante épée. Même lors de sa vie précédente, il ne pensait pas qu'il aurait été capable de la vaincre. Il pensait pourtant avoir vécu sa part de difficultés. Mais on dirait qu'il lui reste encore un très long chemin à parcourir. Ronan sourit. En effet, il trouve que le commandant a bien fait de l'envoyer à Philéon. Ici, il est sûr de pouvoir apprendre encore plus de choses. Il ne lui reste plus que l'examen théorique à passer. Il révise depuis un mois. Alors, il devrait réussir les doigts dans le nez. Mais ce n'est pas le cas.
Ronan a complètement foiré l'examen. C'est foutu, Ronan trouve qu'il n'est plus qu'un bon à rien maintenant. Maria est étonnée, il n'a même pas été capable de répondre à la moitié des questions. Comment c'est possible? Il leur a pourtant donné une tonne de bouquins de révision. Eh bien, Axel a réponse à sa question. En fait, Ronan a seulement pris 1 ou 2 livres et Axel a ensuite rangé son sac. En effet, Axel pense que Ronan s'est trop concentré sur ces 2 livres au point d'en oublier les autres. Il se met ensuite à pleurer et dit que c'est sa faute. Il aurait dû lui poser la question au moins une fois. Maria s'énerve. Sérieux, comment ont-ils fait pour en arriver là? Elle demande ensuite à Axel si Ronan est dans cet état depuis la fin de l'examen. L'annonce des résultats ne devrait pas tarder. Elle essaie alors de remotiver Ronan, qu'il arrête de pleurnicher dans son coin. De toute façon, la pratique c'est le plus important, donc ça va le faire. Il est talentueux, donc ça va aller. Mais soudain, une lumière bleue apparaît avec un cercle de magie. Un des étudiants dit alors aux autres que ce sont les résultats qui vont s'afficher. En effet, un grand tableau s'affiche devant eux avec tous les noms des candidats. C'est la liste des candidats acceptés? Demande Axel. Maria trouve que ça a été plus rapide qu'elle ne le pensait. Axel regarde son nom. Il est 12e en pratique, premier en théorie. Il est à égalité avec 3 autres personnes. Dans le département des arts martiaux, Maria Sen Carabel est 9e en pratique et 9e en théorie. Celle-ci commence à regarder Axel étant jalouse. Elle commence ensuite à rougir. Elle est à 2 doigts de pleurer. Elle prend ensuite Axel autour du cou étant toute contente. Ils ont réussi. Elle est encore plus contente pour Axel. Il est premier en théorie. Celui-ci ne le croit pas. Alors elle lui dit de regarder. En effet, c'est écrit sur le tableau. Bon, même s'il y a 2 autres personnes qui ont la même note que lui, ce n'est pas grave. Il est quand même le premier, il est incroyable. Axel est tout content. Il commence alors à faire le modeste, disons qu'il a juste eu de la chance. Alors, tout souriant, Maria se tourne vers Ronan. Elle lui demande combien est-ce qu'il est classé. Mais celui-ci, derrière eux, ne dit rien. Il dit ensuite que c'est comme prévu. Il n'est pas dans le classement. Ronan commence ensuite à désespérer, comme si un type comme lui pouvait entrer à l'académie. Mais Maria n'arrive pas à y croire. Est-ce qu'il est sérieux? Axel dit que c'est impossible. Maria lui dit ensuite de ne pas plaisanter. Est-ce qu'il est sûr qu'elle a bien vu? C'est carrément impossible. Ronan, avec une voix tremblante, dit qu'il est bien sûr, il a bien regardé, puisqu'il leur dit c'est foutu pour lui. Mais au même moment, quelque chose tombe derrière eux et crée une énorme explosion avec des flammes partout. C'était quoi ça encore? Demande Ronan. Ça, eh ben c'est des feux d'artifice, répond Maria. Ils sont tirés à la fin de l'examen d'entrée. Pour le premier et le second de chaque département, il y a un phénix glorieux. En effet, un oiseau magnifique se montre. Il a des flammes partout. Il monte ensuite dans les airs, rapproche ses ailes et les ouvre ensuite pour faire tomber plusieurs boules de feu. L'une d'elles s'apprête à tomber sur Ronan. Après ça, une grosse explosion se fait voir. Le nom de Ronan s'affiche ensuite en feu. 2e département d'arts martiaux. Ronan est premier en pratique, mais il est 5712e en théorie. Celui-ci est étonné. En effet, il n'y a pas que lui. Maria et Axel aussi sont choqués. Tout content, il se jette ensuite sur Axel pour le faire un gros câlin. 2e du département. Tant qu'il est 5712e en théorie, mais premier en pratique. C'est incroyable, lui dit Axel. Il est 2e de tout le département. Il est un vrai génie. Ronan commence à sourire à nouveau. Alors ils savent reconnaître les gens qui ont du talent, dit-il. Mais un instant, puisqu'il est arrivé premier, ça veut dire qu'une certaine personne a perdu face à lui, mais le connaissant, il va certainement vouloir se venger. Ronan a alors un mauvais pressentiment. Une personne arrive ensuite derrière lui. Alors comme ça, c'est lui le major de la promotion. Ronan sent la pression. Il le savait, donc c'est de cette façon qu'ils se sont rencontrés. En effet, derrière lui, ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Shulifen, le grand épéiste. Celui-ci commence tout doucement à s'approcher de Ronan. 2 élèves derrière sont étonnés
étonné. C'est bien lui, Shulifen. La fille n'arrive pas à croire qu'elle voit l'étoile montante du maniement d'épée ici. Maria dit à Ronan qu'on dirait qu'il veut lui parler. Axel commence à trembler et il le trouve effrayant. Ronan, de son côté, n'est pas serein non plus. S'il est comme il le connaît, alors il est dans la merde. En effet, Shulifen ne supporte pas que quelqu'un soit meilleur que lui en maniement d'épée. Il est terriblement compétitif. Alors Ronan essaye d'éviter le conflit. Est-ce qu'il est le major de la promo? Il n'en sait rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Shulifen s'énerve. Il fronce les sourcils. Il demande à Ronan pourquoi est-ce qu'il ment. Mais Ronan lui assure qu'il ne ment pas puisqu'il lui dit que ce n'est pas lui. Est-ce que Shulifen a une preuve? Non. Dans ce cas, qu'il ne cherche pas la bagarre. Shulifen pose alors sa main sur son épée. Est-ce que Ronan veut une preuve? Alors il veut bien lui en montrer. Ainsi, énervé, Shulifen donne un violent coup d'épée que Ronan bloque avec la sienne. Axel et Maria derrière s'inquiètent pour Ronan. Shulifen lui demande si cela lui suffit. S'il n'avait pas été premier, il n'aurait même pas eu le temps de réagir. Maintenant, il lui dit de lui montrer la raison pour laquelle il est premier et pas lui. Ronan commence à s'énerver à son tour. Il va jouer le jeu. Il dégaine alors violemment son épée. Bon, si c'est ce que Shulifen veut, alors il va lui montrer. Ronan envoie ensuite plusieurs coups vers Shulifen. Celui-ci les voit s'approcher tout doucement et donne à son tour un coup pour se défendre. Maintenant, Ronan a fait ce qu'il a demandé. Est-ce qu'il en a vu assez? Shulifen voit son épée trembler de partout et sa main aussi. Il avoue que la technique de Ronan mérite une bonne note. Elle est bien exécutée. Mais elle n'a aucun impact sur lui, dit Ronan avant de se rejeter sur Ronan. Ronan lui dit alors sérieusement de se détendre. Shulifen lui dit de montrer ce dont il est capable. Celui-ci commence à devenir vraiment effrayant. Il dit à Ronan qu'il n'est pas encore complètement convaincu. Il donne alors à son tour un violent coup d'épée. Ronan commence à s'inquiéter, il est vraiment taré. Il a décidé de les tuer ou quoi? C'est pour ça qu'il voulait à tout prix l'ignorer au début. Si ça continue, il va finir par utiliser son aura. Et là, ce serait plus compliqué pour Ronan. En effet, il sait que Shulifen peut créer une tempête avec un seul coup d'épée en utilisant sa technique d'aura tempête d'épée. Il ne pourra pas contrer cette attaque. Dans ce cas, Ronan commence à fuir. Shulifen est énervé et étonné. Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il peut tourner le dos en plein combat? Shulifen le poursuit alors disant qu'il ne va pas le rater. Ronan se dirige vers Axel et met son bras autour de lui. Celui-ci commence à paniquer. Il demande à Ronan ce qu'il fait. Shulifen en est choqué. Quel lâche! Comment ose-t-il se cacher derrière une demoiselle? Il lui dit alors qu'il n'est pas un vrai chevalier. Axel lui est vexé. Il n'est pas une fille. Ronan derrière lui avec un visage terrifiant voit que Shulifen n'a vraiment pas changé. Il fait toujours passer les valeurs de la chevalerie en premier. En effet, il le fait dans n'importe quelle situation. Ronan en profite alors pour lui mettre un gros coup. Pendant que Shulifen souffre, Ronan parle à Axel et à Maria. Il leur dit de fuir maintenant. Shulifen, en ouvrant les yeux, n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'ils font? Serait-il en train de fuir? Il leur dit alors d'attendre. Une personne chauve arrive ensuite et demande ce qui se passe. Il a entendu dire que deux personnes se battaient, alors il est venu. Il voit ensuite qu'il s'agit de Shulifen. Il est choqué. Est-ce qu'il va bien? Qui a osé s'en prendre à lui? Il lui dit alors de tout lui dire. Ils retrouveront les coupables et les arrêteront. Mais Shulifen lui dit de ne pas s'adresser à lui ainsi. Ils ne sont pas au duché, mais dans une académie. Il n'est qu'un simple étudiant ici. Il lui dit ensuite de ne pas s'inquiéter pour ce petit incident. Ce combat s'est déroulé dans les règles de l'art. Pour le reste, il dit s'en occuper en même temps qu'il enlève la poussière sur ses habits. Il regarde ensuite son épée et est étonné. En effet, celle-ci s'est brisée. Elle est pourtant constituée entièrement
de mithril de haute qualité. Il repense alors à leur combat. Il pensait que les compétences de Ronan n'avaient rien de très spécial, mais il a réussi à faire tout ça avec une épée de mauvaise qualité. Intéressant, dit Shulifen en souriant. Il prononce ensuite le prénom de Ronan et dit qu'il ne l'oubliera pas. Le lendemain, aux alentours de la capitale, dans la forêt de Shemo, on retrouve Ronan et Axel. Ils ont l'air perdus. Ronan dit qu'il est pourtant sûr que c'est par ici. Axel lui demande s'ils ont bien le droit de faire ça. Ronan lui demande de quoi il parle. Axel lui parle du garçon avec qui il s'est battu hier. Il a entendu dire que c'est le descendant de la famille Grancia, l'une des grandes familles après la famille impériale. Et il rappelle à Ronan qu'il lui a cassé le nez. Que fera-t-il s'il se venge? Ronan lui dit de ne pas s'inquiéter. Il lui dit qu'en dehors du fait qu'il devient complètement fou, lorsqu'il s'agit d'épée, c'est un mec bien. Il fait passer les principes et la confiance avant tout. Il protège les faibles et c'est le modèle de tous les épéistes. On pourrait dire qu'il représente le cliché du noble parfait. Ronan devine alors qu'il a sûrement dit que le combat d'hier était un combat juste. Autrement, il serait déjà derrière les barreaux. Axel acquiesce et dit que c'est vrai. Ronan lui dit de regarder. On dirait qu'ils sont arrivés. C'est la source de mana dont le professeur Varen Fanasser lui ont parlé. Il s'agit de la source Fernardo. Le mana généralement dispersé un peu partout pour une raison inconnue se rassemble en un seul endroit pour former un lieu comme celui-ci, ce qu'on appelle la veine de mana. Par sa simple présence, la source infiltre du mana dans les éléments qui l'entourent. Ainsi, une pierre ordinaire se transforme en une pierre précieuse de la plus haute qualité et les mauvaises herbes deviennent des herbes médicinales aux vertus extraordinaires. Cette source est connue pour ses pouvoirs hors du commun. Ronan dit qu'elle fait tant de miracles que la majorité des gens auraient voulu se l'approprier. Ce professeur est bien généreux de leur avoir donné cette carte. En effet, ce n'était pas une serviette. Il leur a donné une information comme celle-ci juste pour couver un œuf et élever ce qui va y naître. Et dans celle-là se cachait le chemin vers la source Fernardo. Ronan demande à Axel s'il sent quelque chose de différent. Celui-ci dit que c'est la première fois qu'il sent autant de mana concentré en un seul endroit. Il pense que ça lui permet d'utiliser plus facilement sa magie, en tout cas bien mieux que d'habitude. Axel dit ensuite à Ronan que l'œuf dans sa poche absorbe du mana à une vitesse impressionnante. Ce n'est pas la première fois qu'il en absorbe, mais il l'a jamais vu faire autant. On dirait qu'il apprécie cet endroit. Ronan dit qu'il ne sent rien de spécial, mais il imagine que Maria devrait aussi apprécier cet endroit. Elle serait venue avec eux si elle n'était pas occupée par son travail. Quel dommage. Axel dit que c'est vrai, mais il demande à Ronan s'il ne trouve rien d'étrange. Comment ça? Demande Ronan. Axel lui parle du professeur Varen. Il a dit que comme il y a beaucoup de mana ici, les créatures fantastiques viennent généralement faire leur nid. Alors il imagine que ça voudrait dire que même pour les animaux ordinaires, cet endroit pourrait être parfait. Alors pourquoi n'y a-t-il aucune présence animale? Ronan se rend compte que ce que Axel dit est vrai. Il s'en veut, il a baissé sa garde. Les choses vont encore se compliquer. Pourquoi c'est comme ça chaque fois? Où est-ce qu'ils vont? Axel lui demande ce qu'il y a, mais Ronan lui dit de se préparer. En effet, ça empeste le sang.